Donc dilatation d'un gaz. On chauffe, la température augmente et le volume donc va augmenter puisque la limite que constitue cet index là se déplace. Alors quelles sont les grandeurs macroscopiques caractéristiques du gaz qui ont été modifiées entre l'état initial et l'état final du système? Donc évidemment la température augmente, le volume augmente, et si on veut juger aussi les autres grandeurs qui sont évoquées là-dedans, dans les données, la pression, elle n'augmente pas, le gaz sera toujours en équilibre avec l'atmosphère puisque cet index se déplace librement. Donc la pression ne change pas, la masse molaire de l'air, donc ça, masse par mol, ça ne change pas. La masse volumique, alors là en revanche, il y a le volume qui intervient, et donc la quantité de matière qui est emprisonnée là-dedans, cette quantité de matière, elle ne change pas. Si le volume augmente, alors pour un même volume, il y aura moins de quantité de matière. Et donc moins de masse. Donc la masse volumique, elle va diminuer. Si les particules prennent plus de place, alors pour un même volume, il y en a moins et la masse volumique diminue. Alors quelle est la valeur de la variation de température du gaz dans le ballon? Donc, petit b. Pour avoir la variation de température du gaz, eh bien voyons ce qu'on a à l'état initial et à l'état final. À l'état initial, on a une température 19 degrés Celsius. À l'état final, qu'est-ce qui pourrait nous donner la température? Eh bien, la température est reliée aux autres grandeurs par l'équation d'état des gaz parfaits. Donc, on a PV égale nRT. Donc ici, ce serait une température finale. Là, le volume ayant augmenté, un volume final. La pression ne change pas. La quantité de matière emprisonnée là-dedans, dans le ballon et le tube, ne change pas. Et R, évidemment, étant la constante, ne change pas. Et donc, on peut accéder à la température finale par l'équation d'état des gaz parfaits dans laquelle on met une nouvelle valeur du volume et donc on aura TF égale PVF sur, et on divise par NR. Mais on n'a pas la quantité de matière dans les données initiales. On n'a pas la quantité de matière. La quantité de matière, elle peut être reliée en revanche à la masse molaire et à la masse. Et donc, on va d'abord préalablement calculer la quantité de matière, le N, calcul préalable de points. Il faut d'abord déterminer la quantité de matière, le petit n. Donc, quantité de matière, la relation avec la masse molaire, c'est petit m sur grand M. Donc, masse sur masse molaire. Alors, on n'a pas la masse explicitement, mais on a volume et masse volumique. Donc, on peut accéder à la masse en exploitant le volume et la masse volumique. Donc à la place de la masse, on peut écrire le produit volume fois masse volumique. La masse est égale à la masse volumique fois le volume. Évidemment, le volume, là, c'est le volume initial. Donc,
volume initial. Alors, quantité de matière, masse volumique, 1,2 kg par mètre cube. Alors là, il faudra faire attention ici aux unités. On va avoir avec 1,2 la masse volumique donc en kg par mètre cube. Donc la masse sera en kg. Donc 1,2 multiplié par le volume pour que soit la masse volumique compatible avec le volume, il faut que le volume soit aussi en mètres cubes. Donc le volume initial multiplié par le volume initial, eh bien c'est 250 millilitres. Donc pour que ce soit compatible, il faut que ce volume soit exprimé en mètres cubes. Donc millilitres, si on doit l'exprimer en litres, on multiplie par 10 puissance moins 3. Si on doit l'exprimer en mètres cubes, on multiplie par 10 puissance moins 6. Donc là, ici, on a la masse en kilogrammes. Mais la masse molaire, elle est en grammes par mol. Donc ici, on va diviser par 29 grammes par mol. Donc il faut convertir ceci en grammes. Donc à cette étape-là, elle est exprimée en kilogrammes. Donc pour l'exprimer en grammes, on multiplie par 10 puissance 3. Et là, on aura bien une quantité de matière en mol. Donc ici, 1,2 kg par mètre cube fois 250 10 puissance moins 6 mètres cubes, ça donne kilogramme, une masse en kilogrammes. Multiplié par 10 puissance 3, ça donne une masse en grammes. Divisé par la masse molaire en grammes par mol, donc ça donne bien un nombre de mol, une quantité de matière. Et donc, en mol, on a 1,03 10 puissance moins 2, 1,03, etc. Alors, en toute rigueur, on doit mettre deux chiffres significatifs. Donc, on laisse deux chiffres significatifs là pour l'écrire, mais il sera par contre utile de laisser tous les chiffres en mémoire de la calculatrice pour les calculs ultérieurs, notamment celui-là. Donc maintenant, on a la quantité de matière. Alors, voyons maintenant ce qui nous manque encore. Le volume final. Alors, on a le volume initial. On a le volume initial, 250 ml, et on a l'augmentation du volume ici, qui est décrite par un déplacement le long de ce tube. Alors, quel va être le delta V, l'augmentation de volume? Donc, c'est le volume de ce cylindre-là, de cette portion de cylindre. Alors, volume d'un cylindre, eh bien, il y a une distance et une section, et le volume de ce cylindre-là, donc ce petit delta V, c'est la section, la surface, l'air, multiplié par petit d. Donc le delta V, c'est la section, alors c'est pi r carré, fois cette longueur-là, petit d. Ah non, pardon, c'était pas la notation là qui était utilisée. Donc, la notation qui est utilisée, c'est sans symbole, c'est 2 cm, donc voilà, une petite, c'est un petit L. Donc ici, c'est pas D, ici, c'est un L. Donc, fois L. Alors, pi r carré, donc pi fois alors, le rayon, on a le diamètre, donc le rayon, c'est la moitié de ce diamètre, donc 3,5.
Alors c'est en millimètres, donc unité légale en mètres. Donc en mètres, 3,5 mm pour le rayon, donc 10-3 mètres. Et au carré, pour obtenir la section, multipliée par le déplacement de l'index, la longueur de cette petite portion de tube, donc 2 cm, donc en mètres, 2,0, 10 moins 2 pour que ce soit en mètres. Et là, on aura bien mètre carré multiplié par mètre, on aura bien un volume en mètres cubes. Et donc ce volume en mètres cubes, c'est 7,697, etc. Alors, à deux chiffres significatifs, c'est 7,7 fois 10 puissance moins 7 mètres cubes. Mais pour le calcul d'après, ce sera intéressant de laisser tous les chiffres en mémoire dans la calculatrice. Et donc, le volume qu'on va avoir besoin d'utiliser dans l'expression de la température finale issue de l'équation d'état des gaz parfaits, ce volume final, là, le volume après, eh bien, ce volume final, c'est le volume initial de 250 ml plus ce delta V qu'on vient de calculer ici. Et donc, 250 millilitres, donc pour que le delta V là puisse être ajouté, et bien 250 en mètres cubes aussi, donc 10 puissance moins 6 plus 7,7 10 puissance moins 7. Alors là, donc 7 10 moins 7, ça correspond au dixième de ce chiffre-là, donc ce serait 250,77, etc. Donc, égale 250,77 10 puissance moins 6 mètres cubes. Et là, on se retrouve avec beaucoup de chiffres significatifs. C'est un peu une limite de cet énoncé, hélas. Mais bon, on doit faire avec. Alors, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour calculer cette température finale, donc qui s'exprimait par PV sur NR? La pression n'a pas changé, elle est toujours en équilibre, l'air à l'intérieur est toujours en équilibre avec l'atmosphère. Le volume final est ici. La quantité de matière, on l'a au-dessus ici. Oh, j'ai oublié, mol. Et donc, on peut maintenant exploiter, faire l'application numérique de cette expression-là. Donc, PVF sur NR, la pression 1,0, bon là, deux chiffres significatifs, c'est quand même un peu chiche. Multiplié par le volume 250,77 10 puissance moins 6. N, la quantité de matière 1,0, donc en fait après il y avait 0,3, je vais quand même le laisser. 10 puissance moins 2. La constante d'état des gaz parfaits, constante des gaz parfaits, donc 8,314. Et ceci, ça donne 302 Kelvin. Et donc, pour pouvoir le comparer avec la température initiale, eh bien, on va l'exprimer en degrés Celsius. Donc, on retranche 273,15 et on obtient 28 degrés Celsius. Voilà pour la température finale. Attribuer l'une des représentations microscopiques aux deux états du système, avant et après, bien là on voit que le volume est plus grand et
la vitesse d'agitation des particules est plus grande. Donc la vitesse d'agitation, c'est la vitesse d'agitation thermique, c'est lié à la température. Donc volume plus grand, température plus grande, ça c'est le après et ça c'est le avant. Justifier chaque réponse à partir des propriétés du gaz à l'échelle microscopique. Donc on a évoqué ça déjà plusieurs fois. Lorsque la température augmente, l'agitation thermique, la vitesse d'agitation des particules augmente. Donc, puisque l'index se déplace librement, eh bien, la force pressante liée à la pression donc, va augmenter. L'index va se déplacer, la pression va augmenter aussi évidemment. L'index va se déplacer jusqu'à ce que le volume ayant augmenté, alors la fréquence des chocs soit redevenue la même que à l'état initial. Donc la fréquence des chocs, c'est ce qui par contre donne ce qui est la mesure de la pression, c'est ce qui est déterminé par la pression, la fréquence des chocs. Et donc la vitesse est plus grande, mais le volume est plus grand, donc la fréquence des chocs est à nouveau au même niveau, à la même valeur qu'à l'état initial.